Par contre, juste petit rappel, quand il y a le voyant rouge, silence total et absolu. Mais madame est voilà, une professionnelle de la maison, là. On est en on. On va y aller. Bon, bonjour à tous les internautes. À mes côtés, Martine Suissa, qui est notre invitée de ce jour pour une nouvelle édition de Communauté. C'est la reprise après ces fêtes de Pessah. Voilà, on a Fred qui envoie là. Alors n'oubliez pas de parler fort par rapport à ça, oui, en fait. Hein. D'accord. Comme en classe, voilà. Bah, c'est qu'il faut que je parle pour mon humeur. Ouais. Le générique, c'est pas de l'opéra, mais je m'en voudrais pas. Quoique, Freddie Mercury et Montserrat Caballé, vous vous rappelez? Il avait tenté quelque chose. Bonjour à tous sur Radio Kol Shalom, bienvenue, 100 FM, c'est la radio juive, je dis tout dans le désordre ce matin, la radio juive de la communauté donc, de Grenoble et environ. Aujourd'hui, nouvelle édition de Communauté avec pour invité Martine Suissa. Bonjour à tous. Bienvenue. Et à toutes. Oui, bravo, alors n'oubliez pas, temps, exactement. voilà. Ici, c'est paritaire. Hein, nos invités sont systématiquement un homme, une femme, un homme, une femme, dans cet ordre. Pas mal. Mais c'est pas seulement au titre du quota que nous avons convié, mais parce qu'à Grenoble, il est un nom et un prénom très connu, très important dans l'histoire de la communauté. Et c'est de cela dont je voudrais parler avec vous aujourd'hui, de votre œuvre, de votre engagement, de votre exemple d'engagement, et ainsi peut-être échanger sur des questions qui vous préoccupent en premier chef. Alors, commençons par le commencement. Martine Suissa, votre nom de jeune fille, ce n'est pas Suissa. La famille Suissa est une grande famille, mais vous êtes une pièce rapportée, et les grandes familles rapportent des pièces d'importance. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes au juste? Alors, d'abord, je suis une pièce rapportée dans une famille sfarade, alors que je suis ashkénaze. Je suis un pur produit du judaïsme alsacien-lorrain. Mon nom de jeune fille est Kahn, mon père était Cohen. Et je suis née dans une petite ville à la frontière allemande. Donc j'ai toujours eu l'Allemagne en regard. L'Allemagne était en face de moi quand je me levais le matin et que j'ouvrais mes volets. Voilà. Et vous disiez, bien sûr, ce n'est pas la Seine. Oui, ni le bois de Vincennes. Ni le bois de Vincennes. C'était la Sarre. Et fort bien, donc votre parcours aux frontières de l'Allemagne, vous exercez la fonction d'enseignante, qui est Oui. une fonction noble parmi les fonctions nobles. Alors cette vocation-là, commencez par elle. D'où est-elle venue? En quoi a-t-elle consisté? Alors je crois que très très jeune, j'ai eu envie d'enseigner. Ça a toujours été mon désir. Je crois que c'était une vocation, vraiment. Après, quand on est confronté aux épreuves de la réalité, on se rend compte que ce n'est pas toujours parfois la même chose. Enseigner n'est pas une tâche facile. On n'a pas toujours affaire à un public de bonne composition. Il faut arriver à intéresser les élèves. Ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'investissement. Mais j'ai toujours exercé mon métier avec beaucoup de bonheur et de joie et de dévouement aussi, je reconnais. Et je pense que c'est c'est un atavisme, parce que dans ma famille, aussi bien surtout du côté maternel, il y a eu il y a eu des enseignants, il y a eu des rabbins, il y a eu donc des gens qui communiquaient, mon frère lui-même est enseignant, ma belle-sœur est enseignante, nous sommes plusieurs profs dans la famille, c'est devenu une maladie familiale, quoi. Maladie familiale, m'en dirait-on. Et sur quelle matière votre maladie, comme vous dites, elle se décline sur quelle discipline? Alors, j'étais professeur de lettres modernes pendant un certain nombre d'années. Et j'avoue aussi que j'ai toujours été intéressée par les langues étrangères, avec une prédilection pour l'anglais. J'ai passablement travaillé aussi sur l'anglais. Et puis, bien entendu, étant frontalière, l'allemand aussi est une langue que je pratique un peu. Donc on ressent ici le savoir-faire et de la méthode et de la rigueur et de la passion de la transmission.
Mais ce point de commencement, je le situe comme tel, il s'accompagne d'autres formes d'engagement. C'est très idéal, votre engagement dans l'enseignement, je le sens bien, je le perçois bien, c'est congénital donc. Mais néanmoins, la vie communautaire, l'idée de la communauté juive vous a aussi toujours chevillé au cœur. Oui, je pense que c'est un petit peu normal. La communauté à laquelle j'appartenais, la communauté de Sarreguemines, est une communauté qui avait été très éprouvée par la guerre. Voilà, Sarreguemines, précisons. Qui a été très éprouvée par la guerre. La synagogue, la belle synagogue qui était en centre-ville, a été bien entendu malheureusement détruite par les nazis. Il y a eu une reconstruction, il y a eu une nouvelle synagogue qui a été érigée, toute moderne, très belle d'ailleurs, et qui a été inaugurée il me semble en mars 59, si ma mémoire est bonne. J'étais gamine à l'époque, et comme nous étions dans une petite communauté, enfin, à l'époque, c'était quand même une bonne centaine de familles, on était assez nombreux, à Kippour, la synagogue était pleine. Mais comme nous étions une petite communauté, automatiquement on était investi dans la communauté. Mon investissement dans la communauté, il date de ma jeunesse. J'ai toujours été participer aux offices. Très jeune déjà, je faisais partie des mouvements de jeunesse. Alors les mouvements de jeunesse à Sarreguemines, c'était un peu difficile, parce que comme c'était une petite ville, on nous envoyait des responsables de mouvements de jeunesse. Alors, à un moment donné, on a eu du Bnei Akiva, on a eu des EI. Mon frère était Bnei Akiva, moi j'étais EI, parce qu'à l'époque où lui était, c'était plutôt Bnei Akiva, après c'était plutôt EI. On a donc un petit peu participé à toute cette mouvance des mouvements de jeunesse qui étaient à la mode, et qui le sont toujours d'ailleurs. Donc sans exclusif, c'est ça qui est intéressant. Voilà, vous êtes passé par tout le spectre des mouvements de jeunesse. On n'était pas sectaire. Et après, nous avons par exemple organisé des Sedarim pour les jeunes au moment de Pessah. Nous avons organisé des fêtes de Pourim. Je me rappelle avoir animé un certain nombre de fêtes de Pourim en racontant des bonnes blagues juives, évidemment. Et ça faisait partie de ma vie, quoi. Alors, vous épousez le Maroc un peu plus tard. Oui. Alors, ce qui est très amusant, c'est la manière dont je suis rentrée en contact avec le judaïsme sfarade. Parce que le judaïsme sfarade était très peu connu à Sarreguemines. Nous étions une bonne communauté ashkénaze, d'Alsace-Lorraine, bien gentille. On a eu, à un moment donné, 1 ou 2 réfugiés, pieds noirs, comme on les appelle. Réfugiés, carrément. Oui, réfugiés, oui, qui sont arrivés dans la communauté. Ça nous a un petit peu étonnés, parce que c'était... Bon, on était un peu surpris par cette arrivée, et on a découvert comme ça un petit peu le judaïsme, et très peu le judaïsme sfarade. En fait, le judaïsme sfarade, je l'ai surtout... Nord-africain, faut-il préciser. Voilà. Oui. Le judaïsme nord-africain, je l'ai surtout découvert quand j'ai fait mes études à Strasbourg. Parce que quand j'ai fait mes études à Strasbourg, dans le même cursus que je suivais, il y avait des étudiantes marocaines, des petites juives marocaines, qui logeaient au home de la rue Sélénique. Et donc nous nous retrouvions là-bas, parce qu'évidemment moi j'allais manger là-bas, et après nous montions dans leur chambre prendre le café, le thé à la menthe plutôt que le café. Alors, en mangeant les petits gâteaux au sésame, j'ai découvert la culture sfarade, les gâteaux sfarades, enfin tout le Maroc en réalité. En quelque sorte, ça m'a préparé à la rencontre avec mon futur mari. Formidable. Alors justement, parlons-en. Je ne vais pas rentrer dans le people, bien sûr, mais à Grenoble, Martine et Simon Suissa, c'est une marque, n'est-ce pas? Une marque de fabrique structurante pour la vie communautaire. Précisons, rappelons que vous animez la communauté de Zechut Avot parmi 1001 casquettes. Mon mari surtout. Votre mari, mais épaulé par vous, loin s'en faut. Et vous êtes impliqué aussi dans les derniers devoirs, oui. Fonction discrète, ouais. Sur laquelle nous ne nous entendrons pas, mais qui requiert quand même beaucoup d'abnégation, et nous ne serons jamais assez reconnaissants pour cela. Vos enfants eux-mêmes sont très engagés, et dans la pratique, et dans, et dans les combats d'avant-garde même. Alors comment vous vivez votre engagement aujourd'hui? Vous êtes à cheval, parce que c'est un moment charnière dans votre vie, entre la France et Israël. Vous vivez et là-bas et ici, quasiment équivalence. Comment vous déclinez votre engagement, celui qui a toujours présidé à vos initiatives jusqu'à maintenant,
compte tenu de ce contexte nouveau pour vous? Oui, alors c'est ça qui rend les choses un peu plus compliquées, parce que quand on vit 3 mois par-ci, 3 mois par-là, ça devient très très difficile de s'engager vraiment, parce que j'ai toujours conçu l'engagement comme un engagement total, pas un engagement à mi-temps, à tiers-temps ou à quart-temps, où on fait des choses où on ne les fait pas. Et du coup, depuis que nous vivons un petit peu notre vie de bohème, là, de vagabond, où on passe une partie de l'année ici, une partie de l'année auprès de nos enfants là-bas, c'est devenu beaucoup plus difficile de s'engager, aussi bien ici d'ailleurs que là-bas. Alors pour mon mari, c'est beaucoup plus facile, parce que lui, il s'engage toujours au niveau de la synagogue. Il a trouvé à Jérusalem l'équivalent de sa petite synagogue de Grenoble, il est très content. Et il y exerce également ses talents de chanteur, de Chazan. Et voilà, et il est très content, ça lui plaît beaucoup là-bas, il est heureux. Donc il vous manque à vous? À moi, ça me manque. En tant que juive française? Voilà, parce que de mon côté, mon engagement maintenant se réduit un petit peu à m'engager auprès de mes petits-enfants, ce qui est déjà en soi c'est une grande tâche. Une tâche très, très, très agréable, très gratifiante, mais qui m'occupe à plein temps quand je suis là-bas. Mais cette trajectoire, justement, qui vous conduit à vous investir maintenant en Israël, d'où elle vous vient, cet attachement? C'est une question un peu classique, mais non, moi j'aime bien voir un peu l'alchimie de la décision et du passage à l'acte. Alors c'est un peu bizarre, parce que dans notre famille, on a toujours cultivé l'amour d'Israël. Je me rappelle, étant enfant, mais vraiment enfant, on avait un vieux poste de radio, là, avec des lumières qui s'allumaient partout, et nous écoutions déjà Kol Israël à l'époque. On écoutait parce que ça venait de Jérusalem. C'était vraiment Kol Israël, Kol Yerushalayim, et quelque part on écoutait ça religieusement. C'était un véritable culte, en quelque sorte, l'émission qu'on écoutait régulièrement. De la même manière, maman me racontait toujours que ça devait être ou pour Hanouka ou pour Purim. Dans son village, parfois il y avait des oranges. Et mon grand-père, Zichron Livracha, d'ailleurs que je n'ai pas connu, qui est décédé avant la guerre, mon grand-père disait toujours qu'elle venait d'Erotz Israël. Et donc ça, il y avait toujours cet amour d'Israël. J'ai un oncle qui a fait son Aliyah une fois qu'il a pris sa retraite. Son fils a fait son Aliyah aussi il y a des années, quand il était jeune étudiant. Et pour moi, ça me paraissait tellement évident de finir par faire mon Aliyah. J'aurais voulu la faire plus jeune. Bon, mes parents ne souhaitaient pas que je parte trop jeune, ils ne voulaient pas me laisser trop vite partir. Et puis du coup, on s'installe dans la vie en diaspora. Mais mon objectif, ça a toujours été de partir en Israël. Il y a toujours eu chez moi cet amour très profond pour le pays, que j'ai d'ailleurs dû un temps longue histoire de l'attachement à la France. À la France, tout à fait. Et ces deux amours, mon pays et Paris, c'est-à-dire Israël et le judaïsme français ou la France, ces deux amours ont toujours ça fonctionnait, ça se combinait. Sans problème. Ont toujours cohabité sans problème, parce que Israël, c'était Israël. J'étais lycéenne au moment de la guerre des 6 jours, et je me rappelle comment on a vécu dans l'angoisse, les jours qui ont précédé la guerre, comment on était scotché à nos radios, parce qu'à l'époque la télé, c'était pas encore tout... Bon, il y avait déjà, mais c'était surtout la radio, on écoutait Europe numéro 1, à l'époque Julien Besançon, et on était scotché aux informations en permanence. On vivait dans l'angoisse de ce qui allait pouvoir arriver à ce petit pays tellement menacé, quoi. Donc ça, c'est des choses qui restent. Il y a toujours eu un amour pour ce pays, et une préoccupation fondamentale, essentielle. Vous pensez pouvoir apporter en tant que juive française en Israël aujourd'hui cette fameuse Friend Touch qui se décline aussi en offre intellectuelle, culturelle? Alors, personnellement, je ne le pense pas, parce que je ne suis pas suffisamment impliquée là-bas. Mais les Français en général, je parle des plus cultivés, des plus engagés. Je pense que la France, enfin les Français qui ont fait leur Aliyah, ont déjà beaucoup apporté à la société israélienne et vont continuer à apporter à la société israélienne. Je plaisante toujours, parce que
certains disent que les Français vont peut-être apporter un peu plus de courtoisie dans les relations entre les individus, parce qu'Israël est un pays où les relations humaines sont parfois un peu brutes de décoffrage. Et en France, on a parfois l'habitude d'avoir un peu plus de courtoisie dans nos manières de fonctionner. Et certains Israéliens disent en plaisantant que les Français mettront peut-être un petit peu d'huile dans les rouages de ce côté-là. Bon, je connais aussi beaucoup de Français qui se sont israélianisés. Alors, oui, ça marche dans l'autre sens. Parfois au-delà des espérances, n'est-ce pas? On va marquer un premier temps de pause musicale. Vous avez opéré 3 choix que je vous demanderai de commenter si vous le voulez bien. Oui. Et c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup surpris. J'y ai deviné une passion pour l'opéra, cela va sans dire. Et je ne vais pas pour le moment les dévoiler vos choix, mais tout de même, il y a une attention portée aux uns aux autres qui m'a un peu étonné, agréablement, je veux dire, étonné. Et on écoute et vous commentez ensuite. D'accord. Ça, c'est la vidéo que vous m'avez envoyée. Ouais. Parce que vous avez plein d'adaptations en fait. Soit c'est très orchestré, soit c'est simplement un piano, soit c'est... Je préfère chanter. Oui, vous voulez parler celui-là? C'est très original. Je peux vous la chanter. Hein. Vous parlez l'allemand? Oui. Forcément, oui. Ah ben c'est vrai qu'on est fini. Oui, oui. Donc vous parlez l'allemand, évidemment. Vous avez enseigné l'anglais du coup? Vous l'avez enseigné ou pas? J'ai un doc d'anglais. Non, je n'ai pas enseigné l'anglais. J'ai un doc d'anglais. Oui. C'est les 2 langues que je pratique à peu près. Et maintenant l'hébreu. Tellement peu, à mon grand regret. Ça commence à venir, non? Vous arrivez à vous débrouiller? Je comprends un peu. Je comprends mieux que je ne le parle évidemment, mais ça reste quand même difficile. Ça reste difficile. Parce que la langue n'a pas la même structure. C'est très différent des systèmes de fonctionnement des langues latines. Donc c'est plus compliqué. Il faut rentrer dans le système. Oui, c'est une langue sémitique, vous voulez dire? Oui. Elle est truffée de latinisme, en vrai. Heureusement. Ça aide. D'entre vous, oui. Mais, bon. Oui, parce que le livre moderne est quand même... c'est incroyable. En 5 ans, un dictionnaire va être périmé très vite. Et puis c'est des apports successifs. Oui, c'est-à-dire que ça a été beaucoup l'allemand au départ. Mais c'est pareil. Enfin, au départ, années 50. Oui, mais c'est pareil. Oui. Il y a eu le latin, il y a eu l'allemand, il y a eu l'anglais, il y a eu l'arabe. D'étudier l'étymologie des langues, parce que justement, ça montre... Moi, je disais toujours à mes élèves, l'étymologie des langues raconte la vie de la langue. Oui. Raconte la vie. Parce que, quelque part, quand il y a des grandes invasions de mots, ces grandes invasions de mots, elles témoignent de la force du pays qui envahit en quelque sorte. Aujourd'hui, on est mangé par l'anglais parce que c'est la force des pays des États-Unis. À un moment donné, par exemple, regardez, on parlait d'opéra, le langage d'opéra, c'est l'italien, c'est normal parce que le pays phare en matière d'opéra, c'est l'Italie. Alors il y a un tout petit peu d'allemand qui se promène, mais c'est surtout de l'italien. Et c'est pareil, par exemple, et c'est pareil pour la France, au XVIIIe siècle, par exemple, toute l'Europe parlait français, eh bien, il y a beaucoup de mots français qui sont passés dans les langues étrangères. Et, par exemple, certains mots, je donne toujours l'exemple du mot chocolat, mais je donne toujours l'exemple du mot chocolat à mes élèves. Je leur disais, vous savez d'où vient le mot chocolat? Alors, ils me regardaient toujours avec des yeux ahuris. Eh bien, ça vient de l'Aztèque. Alors, pourquoi ça vient de l'Aztèque? Parce que le chocolat, on l'a trouvé au Mexique. Donc, l'histoire des mots raconte l'histoire des hommes. Et ça, c'est toujours très intéressant. Et je pense que pour les voix, c'est pareil. Alors du coup, là, ça devient une langue éponge. Parce que vous avez toute une diaspora qui vient des 4 coins du monde. Ouais. Alors Martine, ce leader, ce poème... C'est lead, pardon, au singulier. Au singulier. Eh oui. Pourquoi? Alors, c'est un... Et comment? Alors, c'est une chanson très très populaire en Allemagne. C'est une chanson qui est inspirée par une légende rhénane, la légende de la Loreley. Alors la Loreley, en résumé, c'est l'histoire d'une belle jeune fille qui est installée sur un rocher à l'endroit le plus dangereux du Rhin
et qui envoûte, c'est ce que raconte d'ailleurs le texte de la chanson, et qui envoûte les marins qui passent à sa portée par sa voix. Et du coup, le marin oublie tout, il se heurte au récif et il périt. Et c'est ce qu'a fait la Loreley. Le dernier vers du poème dit c'est la Loreley qui est responsable de cela, par sa belle voix. Enfin, ça reprend en fait, c'est une Nix, c'est la version allemande des sirènes. Et ça reprend donc toutes ces versions de légendes populaires où les créatures des eaux attirent vers le fond les malheureux marins. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est une légende rhénane et toute mon enfance, comme je vous le disais, étant née pas loin de la frontière allemande, mon enfance a été bercée par les légendes rhénanes. Ma grand-mère, qui a joué un rôle très important dans ma vie, ma grand-mère maternelle, ma grand-mère paternelle, je l'ai à peine connue, elle est décédée, j'étais toute petite. Ma grand-mère maternelle était née en Alsace, elle était née à Saverne, sous le régime allemand. Donc elle était de culture germanique. Elle pouvait vous réciter par cœur du Schiller, du Goethe, enfin tous les grands auteurs allemands. C'était une femme qui était très autodidacte. Elle avait été à l'école comme avait été à l'école les filles, mais elle avait des frères qui avaient fait des études et sa curiosité intellectuelle l'avait amenée à s'intéresser à ce qu'il faisait. Et je raconte toujours que c'était une grande lectrice qui lisait Zola, qui lisait Proust et qui commentait tout ça et qui disait ça c'est intéressant et ça l'est pas. Elle avait des opinions très tranchées sur beaucoup de choses et c'est elle qui a bercé mon enfance avec des chansons. Je passais des heures assise sur ses genoux à écouter ma grand-mère me chanter des chansons et beaucoup de chansons étaient des chansons allemandes. Alors évidemment, nous autres juifs, avec l'Allemagne, nous avons des relations compliquées depuis la Shoah, mais je suis toujours désolée par ce qu'Hitler a fait de la langue allemande. Il en a fait une espèce de langue vociférante et hurlante, en gutturale et vulgaire, alors que la langue allemande peut être une langue magnifique. Et en choisissant ce titre, je voulais aussi montrer la musicalité de cette langue et la beauté que pouvait avoir cette langue. Ça, c'est le deuxième point. Hommage à ma grand-mère, donc. Et le troisième point, c'est l'auteur. Heinrich Heine était un écrivain juif, un poète juif, qui, pensant bien faire pour réussir dans sa carrière, a opté pour le christianisme. Il s'est converti, mais il est toujours resté le juif converti. Il était un peu révolutionnaire, il a fini par s'exiler par la force des choses en France, il a vécu longtemps en France, d'ailleurs il est mort en France, il est enterré en France, et sur la fin de sa vie, il se sentait de nouveau très très juif, comme c'est souvent le cas, en tout cas très proche de Dieu. Il est redevenu très croyant quelque part, et il a eu des relations justement compliquées avec son histoire juive finalement. Il n'empêche que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce poème est un poème extrêmement connu en Allemagne, c'est une chanson populaire, très connue, très chantée, et évidemment, quand le nazisme est arrivé, il fallait éradiquer toute trace de juiverie de la culture allemande, et Heine est devenu le poète inconnu. C'est-à-dire, la chanson continuait à être connue, mais l'écrivain était devenu un poète inconnu. Donc on a essayé en quelque sorte de l'éradiquer, comme on a essayé d'éradiquer de la culture allemande tout ce qui pouvait être juif. Et Heine est un exemple de cela. Parce que, quelque part, en tant que juif ashkénaze, on a souvent, malheureusement, des souvenirs très pénibles liés à cette époque. J'ai eu le malheur, moi, de perdre mes arrière-grands-parents pendant la Shoah. Mon arrière-grand-père avait 83 ans, il était aveugle. Mon arrière-grand-mère en avait 79. Et ils ont tous les deux été déportés par le convoi 71, tristement célèbre, qui est celui dans lequel se trouvaient Simone Veil et Marceline Loridan-Evans. Voilà, c'était le même convoi. Et vous estimez que la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les processus qui conduisent et les vieux démons qui s'en échappent parfois, relève d'une parenthèse maudite, mais ou en tous les cas d'une rupture dans le continuum de l'âme allemande, par exemple, ou européenne. C'est-à-dire, l'antisémitisme est-il un accident ou une constante? Par exemple, c'est ça votre question. Je pourrais vous la formuler comme ça. Si vous me la formulez au comme regard ça, de l'histoire. Au regard de l'histoire, je vous dirais que l'antisémitisme est une constante. D'ailleurs, on l'a dit dans la Haggadah. À chaque génération, il y en a un qui se lèvera
et qui voudra t'anéantir, mais Dieu te sauvera. Hein, donc, on aurait pu écouter ça aussi d'ailleurs. Donc, je pense que l'antisémitisme est une constante. Oui, mais vous qui connaissez de plus près l'histoire allemande, je prends l'exemple Wagner, par exemple, qui s'est fendu de quelques écrits, pas exactement des pamphlets, mais des écrits antisémites, hein, de la juiverie en musique, et quelque chose comme ça. Mais l'on sent bien que son obsession est davantage la grandeur de l'identité allemande, de l'âme allemande, à laquelle viendraient se heurter les minorités, et en particulier ce que peut représenter le judaïsme dans cette émancipation de l'âme allemande, encore une fois, mais qui est davantage, je l'avais ainsi une fois commenté, davantage un antisémitisme façon Assuérus, mais qui n'est pas celui d'Aman. Peut-être, mais c'est quand même un antisémitisme qui est partagé. On parle de Wagner, on pourrait parler de Voltaire, on pourrait parler de beaucoup d'autres écrivains qui n'ont pas brillé par leur philosémitisme. Il y a toujours eu vis-à-vis du judaïsme et du juif surtout une sorte de réaction à la fois de fascination-rejet qui se poursuit au fil des siècles. Je suis devenue très très fataliste de ce côté-là. Vous écoutez Wagner ? C'est pas ma tasse de thé. Mais ce n'est pas nécessairement à cause de ses opinions. Ce serait davantage à cause de ses... C'est une musique qui me parle moins que la musique de Verdi ou de Puccini. D'accord, vous êtes plus du côté des Italiens. Je suis plus du côté des Italiens. Mais par contre, je pars toujours du principe qu'on peut être un grand génie littéraire et un grand génie musical, et par ailleurs être un homme très pitoyable et très minable. C'est-à-dire que vous distinguez l'homme de l'œuvre. Tout à fait. On ne peut pas faire autrement. Alors l'homme et l'œuvre, c'est sûr qu'il y a une interférence entre l'homme et l'œuvre, qu'on ne peut pas complètement faire abstraction de la vie d'un auteur et de son impact sur son œuvre. L'œuvre est toujours le fruit aussi d'une vie. Mais il n'empêche qu'on peut être... Moi, je prends l'exemple de Céline. Céline est un auteur, un très grand auteur peut-être, mais c'était un salaud, il faut dire les choses comme elles sont. L'un n'empêche pas l'autre. Est-ce que ça vous gêne dans votre manière d'appréhender l'œuvre de Céline et peut-être de la transmettre? Je n'ai jamais beaucoup étudié Céline. Avec mes élèves, j'ai plutôt travaillé quelquefois sur des extraits justement pour étudier un peu l'écriture de Céline. Mais c'est vrai que le fait... Mais si on raisonne comme ça, on ne lit plus rien, on n'écoute plus rien. On ne lit plus Dostoïevski, ni Zola, ni personne. Mais oui, le problème il est là, c'est que ce rejet du juif, on le retrouve partout. Shakespeare, quels sont les auteurs qui sont épargnés? Il y a eu quelques auteurs qui ont eu une attitude plus philosémite, comme Rousseau, même Pascal dans les pensées a parfois une attitude plus... Parce qu'il respecte justement le frère aîné quelque part, ou l'initiateur. Mais la plupart des écrivains, quand on trouve des écrits sur leur relation avec le juif ou le judaïsme, ce sont rarement des écrits très élogieux et très flatteurs pour nous. Prenez Baudelaire, ce sont toujours des relations extrêmement violentes. Alors, qui sont parfois liés à des déboires personnels parce que l'éditeur était juif et qu'il n'a pas voulu éditer, ou il n'a pas donné des bonnes conditions pour l'édition, etc. Il ne faut pas oublier qu'au XVIIIe siècle, par exemple, la plupart des ouvrages des philosophes français étaient édités à Amsterdam. Et Amsterdam, c'était juifs et calvinistes qui tenaient l'édition. Donc, quelque part, ils ont joué un rôle dans la propagation des idées des Lumières, mais quand on n'était pas content de la manière dont l'œuvre était traitée, ou payée, ou perçue, etc., la faute retombait sur le juif, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses qui jouent là. J'aimerais aussi vous interroger, parce qu'en qualité de vétérante de la communauté juive française, avec maintenant un pied en Israël, je reviens sur non sur votre double allégeance, mais en tous les cas sur votre double appartenance. Vous êtes aussi un observateur important. Que pensez-vous, quel jugement vous portez sur le judaïsme français d'aujourd'hui? Je ne dis pas la communauté juive, le judaïsme français d'aujourd'hui, sur son avenir ou sur sa qualité présente. Quel jugement portez-vous sur la place des femmes en particulier? Ouf, vaste question. Alors, sur le judaïsme français s'est toujours caractérisé par une approche extrêmement, comment dirais-je, ouverte
le judaïsme français, a priori, n'est pas sectaire. Il accepte tout le monde, que l'on soit traditionnaliste, religieux, plus ou moins religieux. Et justement, moi, ce que j'ai toujours apprécié dans ce judaïsme français, c'est cette liberté. Il y a bien entendu la halakha, il y a ce qu'il faudrait qu'on fasse, alors on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on veut, mais il n'empêche qu'on reste communautaire, qu'on reste impliqué, et ça c'est très important. Alors le deuxième point qui m'interpelle, c'est que le judaïsme français est maintenant un judaïsme majoritairement sfarade, alors que pendant de très très longues années, il a été un judaïsme ashkénaze. Alors heureusement, c'est ce que je dis toujours, heureusement que les Sfardim, les Juifs d'Afrique du Nord, sont venus redonner du sang neuf au judaïsme français qui avait été quand même passablement appauvri par la Shoah, et c'est ce sang neuf qui a redonné de la vie. Ce qui est très amusant aussi, ce qui m'interpelle toujours, c'est la différence d'approche entre le juif ashkénaze ou la juive ashkénaze que j'étais, que je suis toujours d'ailleurs, et les juifs sarades. Les juifs d'Afrique du Nord vivent leur judaïsme sans complexe. Ils n'ont pas de honte à s'afficher, et c'est pour cela qu'on voit fleurir ce qu'on voyait très peu à mon époque, dans ma jeunesse, des kippotes dans les rues. Ces problèmes de porter la kippa dans la rue, le tzitzit katan, enfin, toutes ces choses-là, c'est des problèmes qui n'existaient quasiment pas dans ma jeunesse, parce que notre judaïsme restait un judaïsme qui dépendait de la sphère privée. Ceux qui étaient très religieux mettaient des casquettes. De toute manière, la kippa a fait son apparition tardive. Moi, je me rappelle, mon père portait toujours un chapeau, une casquette. La kippa est arrivée avec Israël, dirais-je, et peut-être avec les Sfardim aussi. Et c'est très très amusant cette évolution. Donc ils affichent un judaïsme sans complexe. Nous, on nous a toujours appris à nous tenir, à rester discrets, à ne pas trop nous montrer. Il y avait une espèce de retenue dans notre attitude qui est totalement absente et décomplexée. Décomplexée chez les Juifs d'Afrique du Nord, oui. Alors, et ce qu'on m'avait appris aussi, ça je crois que c'est très important, ça vraiment fait partie de mon éducation, on m'a toujours dit, tu es juif, sache que si tu fais quelque chose de bien, ce sera toi qui le feras, mais si tu fais quelque chose de mal, ça retombera sur tout le peuple juif, c'est Chilul Hashem. Et ça m'est resté. C'est-à-dire, reste droite, fais des choses comme il faut, parce que sinon c'est le juif qui sera accusé et pas toi. Ce qui est intéressant dans la description que vous faites, c'est que donc il y a des composantes qui se retrouvent, que l'histoire fait se retrouver, là sur le territoire français, qui ne s'amalgament pas forcément. Ça veut dire qu'on reste ashkénaze, on reste nord-africain. C'est assez ancien dans l'histoire, hein. Il faut, sous l'Ancien Régime, jusqu'à l'Ancien Régime et au-delà, vous aviez un pôle hispano-portugais très très fort dans le Bordelais, dans le sud, qui avait ses entrées à la cour. Oui, et puis donc l'autre pôle dont l'étoile pouvait pâlir d'ailleurs relativement, parce que soupçonné de trop grande proximité avec la Germanie, disons avec l'ère germanique, avait parfois des difficultés vis-à-vis de la couronne. Alors, donc tout ça se croise, se rencontre, des couches successives, mais qui ne s'amalgament point, qui donnent un judaïsme fondamentalement pluriel. Est-ce que vous reconnaîtriez là-dedans ? Oui, mais d'un autre côté, je trouve aussi que l'assimilation, si on peut dire, entre les deux cultures, c'est plutôt bien faite. Je ne pense pas qu'on est en France, justement, et c'est également un exemple pour Israël. Je ne pense pas qu'on est en France ces problèmes de cloisonnement. Il y a les Sfardim d'un côté, les Ashkenazim de l'autre. Les Ashkenazim, c'est les seigneurs, et les Sfardim, c'est les idiots. Je caricature évidemment, mais en tout cas, ils ont été très mal vus, les Sfardim, quand ils sont arrivés en Israël, alors qu'ils étaient parfois là avant les Ashkenazim, ceci dit. Mais en France, je trouve que l'accueil, c'est plutôt bien fait. Bon, il y a eu quelques exceptions, mais je vois dans les communautés d'Alsace, le mélange s'est très bien fait. Il y a eu tout de suite, entre guillemets, des mariages mixtes. Il n'y a pas eu de problème. Moi, je sais que lorsque nous avons décidé, Simon et moi, de nous marier, mes parents n'y voyaient absolument aucun inconvénient.
ne voyaient en tout cas aucun inconvénient au fait qu'ils soient Sfarades, entre autres. Mais ils ne voyaient aucun inconvénient à ce que leur fille épouse quelqu'un d'une autre culture. Ça ne leur posait aucun problème, aucun. Ah, c'est admirable. Les Juifs polonais n'ont pas eu cette chance au début du XXe siècle. Les Juifs polonais n'ont pas eu cette chance, non, c'est vrai. Mais peut-être que le judaïsme alsacien a tiré les leçons. Il semblerait. Peut-être, parce que justement, c'est vrai que les Polonais n'ont pas toujours été très bien accueillis. Et ça dépendait aussi des communautés. Nous, dans notre petite communauté, justement, on avait quelques Juifs d'Europe de l'Est qui parfois animaient l'office avec les airs de chez eux et qui étaient de très très beaux airs aussi dans les prières. Et puis j'ai toujours un petit peu, je reconnais, puisqu'on parle de prière et d'air de prière, la nostalgie de la Chazanout de chez moi, parce que c'est une très belle Chazanout. Par exemple, la sortie du Sefer dans une synagogue en Alsace-Lorraine, c'est un moment magnifique. Ici, c'est blom, blom, blom. Quelque part, ça me manque. J'ai toujours dit à mon mari, tu sais, tu devrais mettre un petit peu de rituel à un peu de souffle voilà, à ce moment-là. Dans cela. Alors, formidable transition, puisque de la poésie iranienne, nous allons glisser vers l'opéra italien. Un extrait de la Tosca, je crois, des derniers moments, par le trio magique que vous allez tout de suite reconnaître. On les écoute. Donc c'est Domingo et Pavarotti et... Oh, j'oublie le troisième à chaque fois, le pauvre. C'est un très bel air. Oui. Et d'abord, j'aime beaucoup Puccini. Butterfly, Tosca, c'est des opéras que j'aime beaucoup. Mais cet air en particulier, je l'écoute toujours avec beaucoup d'émotion et je vous expliquerai pourquoi. Moi, j'ai une question, on va dire, d'enseignant. Vous m'avez dit en off que vous emmeniez vos élèves à l'opéra, que vous arriviez à les intéresser à l'opéra. Comment vous leur vendez l'opéra? Alors, c'est très facile en réalité. Ouais. Parce que quand vous proposez aux élèves d'aller se promener, c'était en dehors des heures de cours, c'était en soirée. Ouais. Quand vous proposez aux élèves d'aller se promener, ils sont toujours d'accord. Non, oui, d'accord. Mais l'opéra en particulier. Après, l'opéra, alors, ce qui a beaucoup joué, il faut reconnaître, c'est des initiatives de la région. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, ça a maintenant changé de formule, mais de mon temps, ça s'appelait les chèques culture. Ouais. Et les chèques culture, dans les chèques culture, il y avait vous aviez droit à trois carnets par trimestre, et dans le carnet, il y avait un billet pour un spectacle vivant. Et nous, on gardait ce billet-là pour aller à Lyon, à l'opéra. Alors déjà, c'était la sortie à Lyon. Ouais. Ensuite, c'était au Grand Théâtre de Lyon. Donc, c'est déjà une opération de prestige. J'ai emmené jusqu'à 200 élèves. Après, quand moi je suis partie, ça ne s'est pas perpétué. Mais j'adore cette air. Donc, comment est-ce qu'on y arrive? Eh bien, on leur dit, écoutez mes petits, l'opéra, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas de quoi vous vous privez. Il faut toujours partir de ça. Vous ne savez pas de quoi vous vous privez. Donc, on fait venir un spécialiste de l'opéra qui explique comment ça marche, qui explique tout ce qui accompagne un opéra. C'est-à-dire, c'est une machinerie énorme. Il y a un orchestre complet, il y a des chœurs, il y a un décor, il y a un metteur en scène, il y a plein de choses. C'est-à-dire, c'est énorme comme projet, c'est extrêmement coûteux. Il faut donc... ça, c'est une première chose. Donc ça les impressionne toujours. Ensuite, on leur explique comment ça marche. Qu'est-ce que c'est? Alors, le récitatif, les arias, etc. Et puis ensuite, le travail de la voix. Moi, je suis toujours muette d'admiration devant les performances vocales, ce qu'un individu, un homme, une femme sont capables de faire avec leur voix. Mais c'est extraordinaire. Donc, oui, ça c'est. Notre ami, ça c'est. Mais cette air-là. Cette air, si je l'écoute, je pleure. Les Domingo et compagnie, les Bocelli. On va pas tarder à reprendre. Hein. Oui, parce que c'est pas très long, c'est de 2 minutes et des poussières. Et donc, on leur explique, on prépare. Voilà de quoi parle le livret, voilà ce qui se passe. Il faut tout leur expliquer pour qu'ils puissent suivre. Border les codes, en fait. Et ensuite, une fois que tout ce travail est fait en amont, à ce moment-là, on peut les emmener. Et on les emmène, et vous sortez de l'opéra, et il y a des élèves qui vous disent, Madame, c'était trop beau, j'ai pleuré. Bien sûr. Et là, vous avez gagné. Ça a changé leur vie. Alors, Martine, Tosca. La Tosca. Alors d'abord, comme je le disais, j'ai un faible pour les opéras italiens, Verdi, Puccini en particulier, et pour cet air de la Tosca. Je le trouve
absolument magnifique. Je viens de dire, en principe, il m'émeut toujours jusqu'aux larmes, pour de multiples raisons. D'abord parce que cet air est très très beau. Ensuite, il se situe à la fin de Tosca. C'est au moment où celui qui chante sait qu'il va mourir. Et il célèbre la vie et jusqu'au bout. Et cet air m'émeut encore beaucoup plus parce que, pour l'anecdote, on raconte que, après, vous savez, il y a eu des otages qui ont été pris à Rive-la-Pape suite à comment dirais-je, suite à un accident, enfin, suite à un attentat commis par la résistance. Je vais finir par y arriver, je suis encore émue. Et suite à cela, on a pris les otages juifs, entre autres. Et l'histoire raconte que pendant la nuit, dans sa prison, l'un des otages a chanté cet air avant de mourir. Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté et qui vient rajouter à l'émotion que j'ai toujours quand j'écoute ce morceau. Alors, elle est très perceptible, effectivement, cette émotion. Vous avez aussi une compétence, il faut bien l'admettre. Vous dites, je commente en simple citoyenne, mais je trouve à plein d'égards qu'il y a en vous une certaine expertise. S'agissant de la société israélienne, lors d'un déplacement récent, non loin d'ici à Genève, vous avez, pendant quasiment tout le trajet, commenté la campagne électorale avec finesse, avec compétence encore une fois, pour le plus grand plaisir des voyageurs et auditeurs. Ces élections sont maintenant passées. Prenons un peu de hauteur, un peu de recul. C'est toujours plus agréable finalement que de commenter les soubresauts d'une campagne ou des résultats à chaud. Bon, jugez-vous que nous sommes là en Israël à un tournant? Quels enseignements tirez-vous de ces élections? Comment se dessine pour vous l'avenir? Alors, puisque vous êtes franco-israélienne. Oui, je n'ai aucune compétence politique, je ne suis pas géopoliticienne et je n'ai pas fait d'études de sciences politiques, donc c'est plutôt mon analyse de personnes intéressées par la politique, je l'ai toujours été, et c'est aussi un virus familial. Ma grand-mère, toujours. Ma grand-mère était toujours très intéressée par la politique, elle suivait ça de très très près, et pareil, elle commentait sans hésiter les événements qui se déroulaient à son époque. Et nous sommes tous un petit peu tombés dans la marmite, quoi. On s'est toujours beaucoup intéressé à la politique. Fut un temps, c'était davantage la politique française, qui, je l'avoue maintenant, m'intéresse beaucoup moins. Je suis beaucoup plus branchée politique israélienne. Alors, le résultat des dernières élections ne me surprend pas. Je pense que c'est conforme à ce à quoi on aurait dû s'attendre et que les sondages n'ont pas toujours révélé. Moi, les sondages, je crois que je vous l'avais dit, je ne crois pas tellement. D'ailleurs, le soir des élections que nous avons passées ensemble, je vous ai dit, ça ne me paraît pas tout à fait ça. Et je crois que, contrairement à ce qu'on pense, la société israélienne glisse toujours vers la droite. Vers la droite, alors jusqu'à quel point? C'est ça la question. Ensuite, il faut reconnaître que la question même d'Israël, comment gérer les problèmes d'Israël, c'est une question extrêmement difficile. Qu'est-ce qu'on fait avec les Shtachim, avec ces fameux territoires occupés, où 400 000 Israéliens vivent maintenant, qui sont d'ailleurs les territoires historiques de l'État d'Israël ancestral. Moi, je vois ma fille habite Shiloh. Shiloh, c'est là où il y avait le prophète Samuel, c'est là où s'est déroulée la prière de Hannah, c'est là où était l'Arche Sainte avant qu'elle ne soit transférée au temple de Jérusalem. Nous sommes dans l'Israël historique. Donc, que faire de ces terres quand on sait aussi que ceux qui passent derrière s'acharnent souvent à effacer toute trace de notre passage? Que faire avec la population palestinienne qui habite dans ces fameux territoires? La solution à deux États qu'on prône comme un mantra, est-elle la solution? Moi, j'avoue avoir beaucoup de réticence. Alors, ça n'engage que moi, hein, je le dis bien, parce que ce qui frappe toujours dans le discours d'en face, c'est cette espèce de volonté de ne jamais se contenter. Parce que quand on entend ce que demandent actuellement les Palestiniens pour commencer des pourparlers de paix, c'est ce qui leur avait été quasiment accordé en 2007 par Olmert, en 2000 au moment des négociations avec Clinton, et qu'ils ont refusé.
parce que Olmert leur avait donné la moitié de Jérusalem, la souveraineté partagée sur les lieux saints, l'intégralité de la Judée-Samarie, avec 5% qui avaient été, enfin les localités qui étaient frontalières et qui étaient compensées par autant de données du côté israélien pour compenser, donc une égalité de territoire. Et ça a buté, parce que ça bute toujours sur le même point, le retour des réfugiés. Le retour des réfugiés, problème qu'on a entretenu pendant 70 ans et qu'on se plaît à entretenir encore, et qui vient rendre impossible tout accord. Comment Israël peut-il accepter d'ouvrir ses portes aux descendants des 600 000 réfugiés de 48? C'est impossible. Sinon, à perdre totalement la spécificité juive, qui déplaît tant d'ailleurs, de l'État d'Israël. Or, l'État d'Israël, c'est d'abord l'État des Juifs, que ça plaise ou pas. C'est comme ça. C'est notre patrie. Et c'est ça qui fait mon amour pour Israël. C'est notre refuge, c'est notre terre, c'est quelque part notre retour vers nos sources. Et aussi, j'ai peut-être un discours un petit peu brutal, mais c'est ce que je pense foncièrement. Nous avons vécu, enfin mes parents ont vécu, mes grands-parents ont vécu des périodes où Israël n'existait pas, où nous étions des juifs errants. La période du juif errant est terminée. J'entends bien, et ça tient effectivement de votre parcours historique et familial, mais ce sujet que vous évoquez avec passion, il a été très secondaire pendant la campagne. Oui, ce qui montre bien, oui, bien sûr, mais ce qui montre bien que quelque part, ce problème, j'ai parfois l'impression quand je prends un peu de hauteur par rapport à ce qui se passe en France, et au discours qu'on tient par rapport à Israël en France, que la France est un petit peu déconnectée par rapport aux réalités. Le problème palestinien, et c'est ce qui rend la situation des Palestiniens très inconfortable, n'est plus un problème principal pour personne dans la région. Pour personne. Oui. La Syrie... C'est tout le drame des Palestiniens. C'est tout le drame des Palestiniens. C'est ce lâchage un peu collectif. Bien sûr. Mais d'un autre côté, jusqu'à quel point ne sont-ils pas, entre guillemets, responsables aussi de ce qui leur arrive par leur intransigeance, leur violence? Là, je vois en ce moment le grand sujet de débat, c'est celui sur l'argent de la TVA, parce qu'Israël perçoit la TVA pour les territoires palestiniens et leur reverse, et Israël a décidé par une loi qu'elle prélèverait sur cette somme le montant que les Palestiniens versent à leurs terroristes et autres prisonniers qui sont emprisonnés suite à des attentats et à des choses comme ça. Et du coup, les Palestiniens ont décrété qu'ils ne voulaient plus rien. Mais en attendant, l'argent que leur verse Israël, c'est l'essentiel de leur source de revenus, surtout que maintenant les États-Unis ont levé le pied de ce côté-là aussi. Et donc, résultat, là, on est en train de jouer à un drôle de jeu. Qu'est-ce que cherche Mahmoud Abbas? Je ne sais pas. Et j'ai été très choquée justement par la prise de position du président Macron, qui a demandé à Israël, qui a demandé à un État souverain et démocratique de revenir sur une loi votée par la souveraineté démocratique, par le Parlement, et une loi qui dit « je ne donnerai pas l'argent qui sert à payer des terroristes ». Et c'est la France qui dit « ah ben non, il faut leur donner ». Oui, cette position a beaucoup Alors étonné. Je trouve cette position profondément immorale. Je reviens tout de même sur, et ce sera notre dernier échange de l'heure, sur le caractère très secondaire de la question dans la campagne électorale. Oui. Ça n'a pas été un enjeu clivant, tout le monde a mis un peu ça sous sourdine, alors que c'est tout de même, à nos yeux, à vos yeux, ça paraît très, comment dire, une question de premier plan. Davantage, et encore en filigrane, c'était tout de même l'enjeu du caractère juif de l'État, juif et démocratique. Bien sûr. Comment vous démêlez-vous cet amalgame pensée juif et démocratique? Moi, personnellement, je pense qu'on peut vivre dans un État juif et dans un État démocratique. Pour le vivre au quotidien, quand je suis en Israël, je ne peux que bondir quand on ose dire qu'Israël est un État d'apartheid. J'ai, pour de multiples raisons, fréquenté les hôpitaux. Les hôpitaux, les médecins il y a beaucoup de médecins arabes, il y a beaucoup de personnel arabe. À l'accueil, il y a des personnes voilées. En Israël, on n'a pas cette fixette là sur le voile qui a une autre
notre signification ici, c'est ça aussi. On ne peut pas comparer le port du voile d'une jeune femme arabe en Israël au port du voile d'une jeune femme arabe ici. Ça n'a pas nécessairement le même sens. Ça peut avoir pour certaines le même sens, mais il y a quand même une petite suspicion qui n'existe pas là-bas. Parce que tout simplement, ça fait partie de son mode de vie. Nous sommes au Moyen-Orient. Nous sommes au Moyen-Orient. De la même manière que les femmes juives pratiquantes portent leur perruque ou leur foulard. Ça fait partie de la culture. Ça ne choque personne. Il n'y a pas de conflit là-dessus. Mais donc il y a un mélange des populations. Il y a un mélange jusqu'à un certain point. Parce que malgré tout, l'histoire nous apprend, et c'est ce qui peut rendre parfois un peu réticent ou un peu méfiant, qu'on ne sait pas nécessairement à qui on a affaire. Il arrive qu'il y a eu comme ça un cas terrible dans un des yishuv de Judée, où un travailleur palestinien qui venait régulièrement, qui était accueilli à la table des gens du yishuv, qui prenait le café, le petit déjeuner, le repas de midi avec eux, un beau jour il est arrivé, il a commencé à tuer les gens. Donc jusqu'à quel point, je pense que c'est tout un problème de confiance. C'est tout un problème de confiance. Alors, en même temps, c'est un constat tragique, mais qui n'est pas sans optimisme, parce qu'une confiance, peut-être, ça se rétablit aussi, ça se reconstruit. Mais je pense que les Arabes qui vivent en Israël, les Arabes israéliens, sont à 76 ou 77% très heureux d'être citoyens israéliens. C'est des sondages qui le montrent, hein, c'est pas moi qui le dis. L'histoire sera ce qu'elle sera, nous le verrons, et j'espère que nous en serons témoins. L'histoire est ouverte. Ouais, l'histoire est ouverte, voilà, tout reste ouvert. Alors, quelques notes de votre dernier choix musical, juste quelques notes, puisque malgré les déboires de l'histoire, il reste la beauté d'un lieu qui ne cessera jamais, mon Dieu, chez Loïc Gamer, les Rolam, que ne s'arrête jamais. La beauté du monde. La beauté du monde. Ça sera bref. Hein. Oui. On terminera là-dessus. Et oui. Il est difficile de faire des projections optimistes dans l'immédiat. Je pense que c'est très compliqué. On sent beaucoup. C'est pourquoi la question est devenue seconde. Les gens sont un peu résignés en fait. Parce que même le camp de la paix est résigné. Mais oui, mais on appelle le camp de la paix. De toute manière. Je vais recouper, hein. Je suis obligé parce qu'on va rendre l'antenne. Hein. On entend un petit fondu et petit générique quand même. Allez. Bougez pas. Hein. Et donc oui, vous disiez. Je disais que c'est vrai que c'est un problème de confiance. Et qu'on a toutes les raisons de ne pas avoir confiance, malheureusement. Parce que... C'est à nous. C'était juste quelques notes, donc Eli, Shiloh Gamer, les Rolam, que la beauté du monde ne s'arrête jamais. Merci beaucoup Martine Suissa, de vous être ainsi livrée, d'avoir enrichi notre réflexion. Merci à vous. Et puis bonne chance pour la suite surtout. Et quelle suite? Je repars bientôt vers Sion. Vers Sion, bravo. Vers Yerushalayim. Merci à nos auditeurs et auditrices. C'était Communauté, l'émission des personnalités communautaires, communauté juive de Grenoble et environ, sur Radio Kol Shalom 100 FM. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. C'est vrai que c'est court. Oui, ça passe très vite. Ça passe très vite. Bien, un petit au revoir à nos internautes. Un petit au revoir à nos internautes, voilà. C'est sobre, c'est efficace. C'est alsacien-lorrain. J'aurais voulu vous dire que j'avais choisi Eli parce que c'est un poème de Hannah Senesh, une héroïne de la résistance juive, qui a fait son alia par amour pour Israël et qui est repartie pour essayer de sauver les Juifs de Hongrie et qui malheureusement a été arrêtée, torturée et exécutée le 7 novembre 1944 ou 1943 par les nazis. Et donc c'était lui rendre hommage, et en même temps cette chanson est tellement belle, elle rend hommage à la beauté du monde et à la grandeur de Dieu, et je trouve que c'est extraordinaire. Voilà. Merci beaucoup Martine. À très bientôt.